suivez les programmes de Média, bienvenue sur la panafricaine et bienvenue dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Comment épargner dans un contexte marqué par la cherté de la vie et l'instabilité économique en Afrique? C'est une interrogation que se posent de nombreux citoyens dans nos pays africains. Et pour cause, la culture de l'épargne reste encore marginale, freinée par divers facteurs économiques, sociaux et psychologiques. Beaucoup, après avoir contracté des prêts dans les banques classiques ou auprès d'institutions de microfinance, se retrouvent dans l'incapacité de mettre de l'argent de côté. En Afrique, les taux d'épargne varient significativement selon les régions. En Afrique subsaharienne, le taux d'épargne brute représente environ 20% du PIB selon les données de la Banque mondiale. Et en Afrique du Nord et Moyen-Orient, le taux d'épargne brute est plus élevé, atteignant environ 30% du PIB. Quelle activité faut-il développer pour sensibiliser davantage les populations à la culture de l'épargne en Afrique? Quels outils et dispositifs concrets faut-il mettre en place pour encourager et faciliter l'épargne, même dans un environnement difficile? Des réponses dans ce nouveau numéro de Talk Afrique. Et nous recevons sur ce plateau M. Sidi Lamine Ndiaye, directeur exécutif de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal. Merci d'être avec nous. Merci. En face de vous, nous avons Madame Amina Sakina Diagne, coach certifiée en neurosciences appliquées et santé mentale, experte en harmonie familiale et relations épanouies. C'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Bonjour Sirma, ravie d'être là également. Parfait, nous parlons d'épargne. Justement, l'épargne est souvent perçue comme un acte simple de précaution. Beaucoup utilisent cette épargne pour des besoins quelconques. Pour certains estiment que l'épargne peut être comme un levier véritable pour le développement socio-économique des communautés. Monsieur Ndiaye, que pensez-vous de cela? Oui, effectivement, l'épargne, elle est très importante. Parce que dans une économie qui n'a pas d'épargne, il n'y a pas d'investissement. Parce que les économistes disent que pas d'épargne, pas d'investissement. Et que nous savons que c'est avec l'investissement que les pays se développent, qu'on puisse promouvoir la croissance. Donc, la culture de l'épargne, elle est très, très importante. Donc, si on n'épargne pas, comme je l'ai expliqué, il n'y aura pas d'investissement. Et s'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de croissance. Donc, la culture de l'épargne, elle est très importante. Et ce qui fait que nos économies ont besoin d'épargne. Bon, vu surtout les cas de nos économies, on a besoin de développer cette culture d'épargne qui est très importante. Et justement, Madame Diagne, dans un contexte marqué par la cherté de la vie, on sait que ce n'est pas évident, on parle de l'instabilité économique. Comment les communautés africaines peuvent-elles réussir à épargner de façon durable? Les communautés peuvent épargner durablement en ayant une culture financière d'abord. Parce que c'est très important que la société puisse avoir cette culture et ainsi savoir que dans les finances, il faut une épargne pour se développer, comme a dit M. Ndiaye. Une société qui existe sans épargner est une société qui est vouée à vivre dans une précarité. Parce que tout simplement, tout ce que l'on gagne, on le dépense au jour le jour, alors qu'on doit savoir que dans tout ce que nous gagnons, nous avons une part qui nous appartient. Cette part qui nous appartient, c'est cette épargne-là, c'est cette capacité à pouvoir épargner pour prévenir les événements inattendus, mais également les imprévus, mais également pour pouvoir investir et de façon efficace. De façon efficace. D'accord. Est-ce que vous avez... Oui, vous voulez réagir? Pour rebondir ce qu'a dit Mme Diagne, je pense que il faut savoir que aussi la culture de l'épargne a été quelque chose qui est ancienne dans nos sociétés africaines. Parce que c'est le mode d'épargne qu'il faut voir.
dans nos cultures, on épargnait surtout, on faisait une épargne en nature. Il y a beaucoup, par exemple, vous avez dans beaucoup de sociétés, les gens, jusqu'à présent, quand vous avez de l'argent, vous achetez des bêtes que vous épargnez. Ça, c'est une forme d'épargne que nous avons. Mais ce qui est plus important, mais ce n'est pas, en général, c'est pas une épargne qui est productive. Parce qu'avec cette épargne-là, vous ne pouvez pas utilement faire un investissement. Donc, c'est grâce, ce qu'il faut faire, c'est développer, disons, l'épargne monétaire. C'est l'épargne monétaire qu'on peut faire en faisant des dépôts au niveau des institutions financières pour que ces institutions qu'on puisse prêter à d'autres personnes. Comme l'a expliqué. Donc, la difficulté que nous avons, c'est que dans nos sociétés, et c'est avéré jusqu'à présent, on a, disons, une déficience en éducation financière. C'est la problématique de l'éducation financière c'est cette problématique qui fait que les gens n'épargnent pas. Je vais un peu revenir quand on va développer, parce qu'il y a des programmes au niveau de la zone UMOA qui, vu l'importance de cette épargne, ce programme-là qui ont été développés par la Banque centrale et même les États de l'Afrique de l'UMOA pour promouvoir cette épargne. D'accord. Et justement, ce qu'il est en train de dire est très important. Il a parlé d'une autre forme d'épargne. Ça veut dire que depuis le départ, les Africains avaient cette culture. Il a parlé des animaux, on va le dire ainsi, mais aujourd'hui, c'est une autre forme d'épargne, pas d'épargne monétaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les Africains sont déjà dans cette optique-là d'épargner? C'est pas seulement mettre de l'argent de côté, mais il faudrait justement investir, être capable d'utiliser cet argent à bon escient. L'épargne en Afrique a beaucoup évolué. Avant, on se disait que nous ne pouvions pas épargner parce que nous vivions un esprit égalitaire, on va dire. Je ne peux pas vivre dans l'abondance et laisser mon prochain qui n'a rien et moi je pense à épargner. Mais de plus en plus, l'épargne a évolué. De cette mentalité égalitaire, nous sommes passés quand même à il faut épargner. Mais nous avons épargné pour de mauvaises raisons. Nous avons épargné dans les tontines, nous avons épargné certes timidement dans des microfinances, mais pour de mauvaises raisons, comme j'ai dit, pour pallier aux cérémonies sociales, les mariages et autres. Donc, l'épargne a évolué. Mais à un moment donné également, la cherté de la vie, comme vous l'avez dit, les conditions que nous vivons maintenant montrent qu'aujourd'hui, si on veut évoluer, il faut mettre en place une épargne monétaire à travers les banques, une épargne qui va nous permettre d'investir. Est-ce que vous avez dit qu'il faut rééduquer encore les Africains concernant cette culture? Vous avez dit quelque chose d'important, c'est qu'on peut épargner, mais pour des mauvaises raisons. Aujourd'hui, c'est dans les cérémonies, on dépense notre argent. Ça veut dire qu'il faut encore rééduquer les Africains. Oui, il faut une réelle sensibilisation, une réelle éducation financière, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que les gens comprennent que, en fait, c'est ça notre survie. Parce que quand on épargne, c'est d'abord un amour qu'on se montre à soi-même. Et aussi pour sa famille. Pour sa famille, Oui. mais également pour son pays. Oui, je suis d'accord. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, on est en estime de soi. On est en capacité de pouvoir faire face à ses propres dépenses. On est en face de pouvoir investir et donc d'être fier de soi, fier de pouvoir contribuer fièrement à la politique de son État. D'accord. Alors, je suis avec vous, Monsieur Ndiaye. Quelle stratégie mettez-vous en place aujourd'hui pour développer davantage ou encore sensibiliser les personnes dans tout ce qui concerne l'épargne au Sénégal? Vous savez, quand on fait un peu l'historique des institutions de microfinance au Sénégal, nous on parle des mutuelles d'épargne et de crédit. Donc, c'est l'épargne qui est préalable au crédit. Donc, déjà, il faudra qu'on puisse développer cette culture d'épargne au préalable pour donner du crédit. Donc, ce qui a fait qu'il y a des campagnes, des campagnes qui ont été menées et des produits d'épargne qui ont été développés dans les institutions de microfinance. Bon, je donne des exemples. Dans certaines institutions de microfinance, même au début,
avant de pouvoir bénéficier d'un crédit, on vous dit non, vous devez épargner un montant ou bien si vous avez besoin de 100, on vous demande d'abord, il faut donner, on vous donne déjà pendant 3 mois, vous avez pendant une certaine durée épargné pour qu'on puisse déjà vous donner cette culture d'épargne. Mais ce qui a fait que au niveau, disons, je dirais au niveau national, même au niveau, parce que vous savez, le Sénégal fait partie des pays de l'UEMOA, de l'Union monétaire ouest-africaine. Et au niveau de l'Union ouest-africaine, nous avons une banque centrale. Et avec cette banque centrale, la banque centrale, elle est chargée de mener la politique monétaire au niveau de l'Union. Et sachant l'importance de l'épargne pour, disons, le développement de nos économies, depuis pratiquement plus de 4 ans, au niveau de cette banque centrale, on a déjà élaboré ce qu'on avait une stratégie, d'inclusion financière. Et l'un des axes majeurs de cette inclusion financière, c'est comment promouvoir l'épargne. Et à travers cette épargne, comment promouvoir l'épargne? On dit qu'il y a beaucoup de méthodes. Mais ce qu'il faut faire d'abord, il faut qu'on change les mentalités. Changeons les mentalités. Parce que beaucoup de gens pensent qu'il faut être riche pour épargner. Et des études ont montré que ce n'est pas quelque chose de réel. Vous pouvez être, disons, avoir des revenus moyens, mais épargner. Et pour ça, il faut qu'on développe des programmes d'éducation financière. Ce qui est en train qu'il y a un programme déjà régional d'éducation financière, mais au niveau de chaque pays de l'UEMOA, il y a une stratégie nationale d'éducation financière. Au niveau du Sénégal, on a déjà cette stratégie qui est élaborée avec différents partenaires sous la tutelle du ministère des Finances, avec le ministère de la microfinance, avec les institutions de microfinance, cette stratégie. Et pour vous donner l'importance de cette épargne, c'est quelque chose qu'on va même inscrire dans le curricula scolaire. Déjà, dès le bas âge, vous allez dans certains pays, comme vous citez l'exemple du Canada. Vous allez au Canada, dès le primaire, déjà, même à l'élémentaire, on commence à inculquer à l'enfant la culture de l'épargne. Et je crois que c'est des politiques comme ça qu'il faut développer. Mais vous, justement, vous êtes bien placé. Est-ce que ça vous arrive justement de sensibiliser ces enfants-là dès le bas âge? Dans certaines institutions, on a développé, il y a des produits d'épargne qui ont développé. Vous avez certaines institutions qui s'appellent le Nortel, des produits d'épargne qui sont développés pour les enfants. Bon, maintenant, je crois qu'il faudra aussi, disons, qu'il y ait une cohésion nationale, une coalition nationale pour l'éducation financière. C'est ce qui a motivé, disons, comme je l'ai expliqué, nos États à élaborer des politiques nationales d'éducation financière. Bon, on est à l'état d'avancement. Et même nous, au niveau du Sénégal, au niveau du secteur de la microfinance, ça fait pratiquement 6 ans, nous avions développé un programme d'éducation financière. On a des personnes ressources qui sont en train de développer, qui sont des personnes ressources, des formateurs en éducation financière. Moi-même, je suis éducateur en éducation financière. Il y a beaucoup de groupements de femmes et ce qui fait que même dans nos institutions, les agents qui sont chargés d'encadrer, les agents de crédit, il y a certains de ces agents qui ont été même formés en éducation financière. Aujourd'hui, avant de donner du crédit, vous êtes dans certaines institutions, avant de donner du crédit à une personne, à un groupement, surtout les femmes, on leur déjà fait des formations en éducation financière. Parce que l'éducation financière, c'est comment utiliser avec efficience les ressources financières qui sont mises à votre disposition. Effectivement. Madame Diagne, vous êtes coach certifié en neurosciences appliquées. Est-ce que ça vous arrive d'accompagner des personnes qui veulent bien épargner de l'argent, mais qui n'y arrivent pas et qui ont besoin de vous? Est-ce que ça vous arrive justement d'accompagner ces personnes? Oui, Sirma, on accompagne ces personnes-là qui viennent nous voir, effectivement, parce que soit ils ont un problème comportemental par rapport à l'argent, ou alors tout simplement, ils ont besoin d'éducation financière pour leur permettre d'aller de l'avant. Donc ces personnes-là, quand ils viennent, effectivement, nous mettons en place des systèmes pragmatiques qui leur permettent, des outils qui leur permettent d'être déjà sensibilisés sur cette éducation, sur la question, sur l'éducation financière, mais également de mettre en œuvre une stratégie qui va leur permettre de faire ces épargnes-là et de pouvoir évoluer et s'épanouir. Et c'est à quel âge? Est-ce que c'est des personnes adultes à partir de 18 ans ou bien vous recevez également des personnes qui ont moins de 18 ans?
Alors, pour ces personnes de moins de 18 ans, effectivement, les enfants, les adolescents, nous faisons des ateliers de sensibilisation parce que c'est très, très, très important que très jeunes, comme l'a dit Monsieur Ndiaye, que nous leur inculquons déjà cette mentalité-là, cette culture-là. Parce qu'en fait, on le dit, les enfants sont l'avenir de demain. Si dès à présent, nous ne leur faisons pas cette sensibilisation pour qu'ils comprennent l'importance d'épargner, pour qu'ils comprennent l'importance de la gestion financière, pour qu'ils comprennent l'importance d'investir plus tard, on peut dire que c'est des enfants qui ne seront pas responsables financièrement. Donc, ces enfants-là, nous faisons des ateliers pour eux, mais également, si c'est de grandes personnes, il y a également ces séminaires que nous faisons et il y a aussi les accompagnements privés, les accompagnements individualisés pour ces personnes-là. Monsieur Diagne, Monsieur Ndiaye, pardon, concernant cette question-là, peut-être que pour beaucoup de personnes ne font pas confiance aux banques classiques et font recours à la microfinance ou encore à la tontine, qui est une forme d'épargne traditionnelle, je veux dire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est une solution pour les communautés? Quand on regarde les chiffres, disons, en matière d'encours d'épargne, c'est des chiffres qui... Je sais qu'il y a de cela plus de 30 ans, on n'était pas au niveau national, au niveau même, on n'arrivait même pas à mobiliser pratiquement plus de 1 milliard. Actuellement, au niveau, par exemple, du Sénégal, on est un encours d'épargne qui est autour de 556 milliards. Donc, tout ça, c'est des, disons, en général, on a les personnes qui sont diminuées, qui épargnent. Donc, ça montre que déjà, les gens, quel que soit votre niveau de revenu, vous avez la capacité d'épargner. Donc, et les instruments microfinance, comme je l'ai expliqué, il y a beaucoup de modules de formation qui sont donnés pour disons, en éducation financière, pour permettre de mobiliser l'épargne. Même je vous dis que, bon, nous, dans notre réglementation, parce que même dans la réglementation, que ça dans la réglementation bancaire, que dans la réglementation microfinance, il y a un ratio prudentiel qui permet de voir que le montant de l'épargne, le montant de crédit que vous devez accorder, c'est adossé à l'épargne. Donc, on est obligé des fois de développer l'épargne pour pouvoir octroyer des crédits plus importants aux populations. Et indéniablement, on doit développer, disons, cette culture d'épargne auprès de ces populations. Oui, mais quand vous dites développer, j'aimerais bien aussi que vous puissiez donner plus d'explications pour des personnes qui ont compris quelque part qu'il faut épargner. Qu'est-ce qu'on doit saisir par là? Pourquoi il faudrait épargner? Pour quelle raison? Pourquoi faut-il épargner pour quelqu'un, je donne un exemple, pour quelqu'un qui a un salaire de 100 000 francs ou 200 000 francs, il doit épargner combien? Et pourquoi? C'est pourquoi, dans le programme d'éducation financière, il y a différents modules. Il y a des modules, on vous parle de l'importance de l'épargne, comment choisir ce qu'on appelle le marchandage, comment choisir une institution qui veut, et comment, surtout, il y a un module qui est très important. Moi, que je trouve que c'est le module le plus important, c'est la budgétisation. À partir, si vous mettez la budgétisation, c'est comment la budgétisation, déjà, comment vous avez vos ressources, mais comment vous fixez des objectifs d'épargne. Vous pouvez faire des objectifs et des objectifs d'investissement. Aujourd'hui, dans le modèle de aujourd'hui, moi, je dis que moi, je vais acheter une maison. Je vais acheter une voiture. Et dans ce module-là, je fais mon budget. Je dis que je gagne tant, mais quels sont les efforts, combien je vais dépenser chez moi, Mais un cas pratique, 100 000 francs. Quelqu'un qui gagne 100 000 francs, il fait quoi? Aujourd'hui, quelqu'un qui dit que moi, je gagne 100 000 francs. Oui. Je gagne 100 000 francs. Aujourd'hui, sur les 100 000 francs, peut-être je paye le loyer, disons, le loyer, je donne 25 000 francs. Je paye la nourriture. C'est pourquoi des fois, vous allez aller, pour chaque type de dépense, vous allez quantifier. Ça va vous permettre, est-ce qu'avec votre revenu, avec le niveau de revenu que vous avez, est-ce que vous pouvez épargner? Et si vous vous rendez compte que, avec le niveau de revenu que vous ne pouvez pas épargner, ça veut dire que, quelles sont les dépenses inutiles? Les dépenses inutiles que je vais élaguer pour me permettre de pouvoir épargner. Donc, est-ce qu'on peut épargner? Aujourd'hui, je n'ai rien contre, par exemple, aujourd'hui,
Aujourd'hui, nous savons que nos enfants, chez nous, on dépense beaucoup d'argent pour acheter disons, de la connexion Internet, pour pouvoir aller sur Internet. D'accord. Mais est-ce que c'est une utilité pour moi? Est-ce que là où j'avais besoin de dépenser 15 000 francs, est-ce que je ne peux pas dépenser 5 000 francs et maintenant les 10 000 francs, je vais les économiser, puis je vais épargner. Parce qu'en faisant cette budgétation, on va savoir quelles sont les dépenses, disons, incompressibles qui sont utiles et les dépenses inutiles, et ça va nous permettre de pouvoir épargner après. Alors, Madame Diane, j'aimerais bien que vous puissiez réagir. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faudrait faire justement quand on n'a pas assez de moyens financiers? J'ai pris l'exemple de quelqu'un qui gagne 100 000 francs. De façon pratique, on peut épargner combien? Alors, comme il l'a dit, il faut budgétiser. Je gagne 100 000 francs. Je sais que je prends au moins, quand je budgétise, je fais des enveloppes. Ça, c'est pour l'épargne. Je prends 10% au moins, d'accord, pour l'épargne. Je prends par exemple 20% pour le fonctionnement. Je prends par exemple 30% ou 40% même pour la consommation. Parce que la consommation, c'est le loyer, c'est ce qu'on mange, c'est l'école, c'est tout ça. Donc au moins 50%, on va dire. 20% pour le fonctionnement, 10% pour l'épargne. Le reste maintenant, si l'on veut, peut être, par exemple, partagé sur la formation, si c'est quelqu'un qui veut perpétuellement se former, ou bien quelqu'un qui veut de temps en temps se faire plaisir. Les loisirs, ça fait partie de la vie. Donc, voilà comment, un peu moi, quand j'accompagne, j'amène ces personnes-là à pouvoir rationaliser leurs dépenses, à pouvoir voir quelles les priorités, quelles sont les priorités, et comme il a dit aussi, élaguer les dépenses inutiles. Et là, je suis d'accord. Je reste avec vous. Quel est l'impact du rapport à l'argent, des croyances psychologiques et des traumatismes économiques sur la capacité à épargner? Il y a les croyances limitantes. Beaucoup de croyances limitantes. Par exemple, une personne qui pense dans la religion. Très souvent, on dit l'argent et les femmes sont deux choses différentes. Non, des choses qui peuvent nous mener vers la déchéance. D'accord. Donc, vous verrez que cette personne se verrait mal en train d'épargner parce que pour lui, son rapport avec l'argent n'est pas tellement sain. Une personne qui a longtemps vécu dans la pauvreté, cette personne serait une personne trop encline à dépenser s'il a de l'argent. Donc, cette personne-là aussi ne pourra pas vraiment épargner s'il n'a pas cette culture-là. Ou bien une personne qui serait protectionniste par rapport à l'argent. Si, par exemple, cette personne, on va dire, a manqué d'argent, la pauvreté, ou bien cette personne s'est vue peut-être dans une quelconque insécurité, il va vouloir vivre au jour le jour avec ce qu'il gagne. Il n'aura pas cette mentalité de vouloir épargner. Donc, il est très important, par cette éducation financière-là, par cette sensibilisation, d'assainir également ce rapport avec l'argent. Ou une personne qui se dit « je ne mérite pas d'être riche ». Cette personne ne va pas penser à épargner et investir. Parce que dans sa tête, il se dit que oui, l'argent, ce n'est pas pour moi. On verra des personnes qui ont peur tout simplement d'avoir de l'argent entre leurs mains parce qu'ils ne savent pas quoi en faire. Donc, vous voyez, c'est toutes ces croyances limitantes auxquelles il faut faire face, auxquelles il faut parvenir à changer les mentalités pour qu'effectivement la personne puisse passer de l'autre côté. Très bien. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, Madame Diagne. Alors, je rappelle juste que vous êtes coach certifié en neurosciences appliquées et santé mentale, experte en harmonie familiale et relations épanouies. Oui. Merci également à vous, Monsieur Sidi Lamine Ndiaye, directeur exécutif de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Sénégal. Merci infiniment. Merci, ça a été un plaisir pour moi de participer à cette importante émission. Merci.
Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt sur Média. Portez-vous bien.